Tyson, and you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. It was for my mama, I'd have shot you. Et si je te disais qu'un chef de gang de Harlem a osé défier le jeune Mike Tyson, en croyant pouvoir l'intimider? Et si je te disais qu'il a provoqué dans toute la ville, lui promettant la mort, avant de découvrir la vérité la plus brutale de la boxe moderne? Voici l'histoire du jour où un homme des rues a voulu tester la bête, et où la bête lui a répondu. Dans l'histoire de la boxe mondiale, peu de noms évoquent le niveau de brutalité et d'efficacité impitoyable que Mike Tyson a son apogée. Le jeune Iron Mike du milieu des années 80 était une force de la nature, un phénomène qui générait une peur sauvage et inexprimable chez quiconque était assez courageux ou téméraire pour partager le ring avec lui. Ces knockouts n'étaient pas simplement des victoires, c'étaient des déclarations de domination absolue, des démonstrations d'un pouvoir qui semblait surhumain. Au printemps 1986, Mike Tyson était devenu une machine imparable de destruction, ravageant la division des poids lourds avec une férocité que ce sport n'avait pas connue depuis des années. Chaque combat était une exhibition de puissance brute et de vitesse létale. Les analystes restaient sans voix quand ils essayaient de décrire la dévastation qu'il causait. C'était un formidable crochet gauche, était tout ce qu'il pouvait articuler pendant qu'un autre adversaire s'effondrait au sol. Le jeune homme de 20 ans avançait sans pitié vers le championnat du monde, démolissant systématiquement quiconque était assez brave pour l'affronter. Mais dans les rues de New York surgissait un défi différent, un type d'adversaire qui ne s'intimidait pas devant les records de knockout ni les réputations médiatiques. Son nom était Mitch Blood Green, et il représentait quelque chose de très différent des boxeurs conventionnels que Tyson avait affrontés jusqu'à ce moment. L'homme des rues. Mitch Green n'était pas simplement un autre poids lourd cherchant à se faire un nom. C'était un produit authentique des rues les plus dures de Harlem, un ancien chef de gang dont la réputation de violence s'étendait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring. Green avait survécu dans un monde où la faiblesse signifie la mort, où chaque jour nécessitait de prouver ta dureté ou de devenir une victime. Cette expérience lui avait donné quelque chose que beaucoup de boxeurs ne développent jamais, une absence totale de peur. « Tu me frappes, je vais te tuer. Je vais te tuer », menaçait Green avec une conviction qui glaçait le sang. Ce n'était pas simplement des paroles vides de promotion. C'était la mentalité d'un homme qui avait vécu selon des codes de violence toute sa vie. Pour Green, le nom de famille qu'il portait avait une signification spéciale. « Mon nom de famille est Green. C'est un signe. Mike Tyson, tu es à moi. » Dans son esprit, le destin lui-même avait conspiré pour qu'il affronte et batte le supposé prodige de la boxe. Durant les semaines précédant le combat, Green avait provoqué Tyson dans toute la ville de New York, proclamant qu'Iron Mike n'était rien de plus qu'une publicité fabriquée, un produit médiatique sans substance réelle. Apparemment, avoir survécu dans les rues impitoyables de Harlem l'avait convaincu qu'il pouvait intimider et dominer physiquement l'homme le plus dangereux de la planète. C'était l'erreur typique de confondre la dureté de rue avec l'habileté pugilistique de classe mondiale. Mike Tyson, de son côté, décida qu'il était temps d'enseigner à ce voyou de quartier une leçon précieuse sur ce qui se passe réellement quand quelqu'un confond la bravade avec le véritable pouvoir. Le décor était planté. Le Madison Square Garden de New York serait témoin d'une rencontre entre deux mondes radicalement différents de violence. La locomotive imparable. Quand la cloche du premier round retentit, Tyson émergea de son coin comme une locomotive à pleine vitesse, se dirigeant directement vers Green sans hésitation ni précaution. Dès la première seconde, il fut clair que ce ne serait pas un combat technique d'étude et d'adaptation. Ce serait une démonstration de domination. Green, fidèle à ses déclarations préalables, sortit immédiatement en essayant de démontrer qu'il ne craignait pas toute la publicité qui entourait Iron Mike. Les commentateurs notaient ses intentions. Il a dit qu'il ne doublerait pas. Il était un peu paresseux. Surtout nous verrons ce qu'il fait à ce sujet contre Mitch Green. Il pensait qu'il irait 10 rounds. C'était un combattant aux mains lourdes. Certains le comparaient à George Foreman en termes de puissance brute. Mais être nerveux quand tu entres dans un ring de boxe signifie que soit tu es fou, soit tu es vivant. L'adrénaline, l'anticipation, tout cela influence l'esprit du boxeur. La stratégie de Tyson était caractéristique. Rester proche, demeurer devant son adversaire, toujours agressif, directement face à son homme. On voyait un peu de mouvement de tête de la part de Green. Mais le problème fondamental était qu'il était déséquilibré quand il lançait ses coups. L'erreur que Mitch Green commet est le fait qu'il peut faire rentrer ses coups et les faire rentrer avec netteté, observaient les analystes pendant que Tyson connectait des uppercuts dévastateurs suivis de coups au corps qui commençaient à ralentir la maniabilité de son adversaire.
La technique défensive de Tyson était impeccable. Il gardait les gants près du visage pendant qu'il avançait, ne permettait pas à Green de l'attacher efficacement en attrapant ses bras. Le dangereux chef de gang essayait de combattre agressivement dans les premiers rounds, tentant d'imposer sa volonté physique, mais il était clair qu'il avait complètement sous-estimé contre qui il se battait. Le chat et la souris. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, il devint évident que Tyson ne cherchait pas simplement à gagner le combat. Il administrait un châtiment calculé, comme un chat qui joue avec sa proie avant de la tuer. Ce n'est pas le type de combat que Mitch Green veut avoir, commentaient les narrateurs, pendant que Green recevait des avertissements de l'arbitre Luis Rivera pour avoir trop agrippé. Les coups au corps de Tyson étaient particulièrement dévastateurs. Chaque impact volait un peu plus d'air et de volonté de combattre à Green. Observez le crochet gauche. Le voilà encore, signalaient les commentateurs, pendant que le crochet de Tyson connectait encore et encore avec une précision chirurgicale. Les uppercuts fonctionnaient aussi magnifiquement pour Mike Tyson, trouvant leur cible répétitivement pendant que Green essayait désespérément de survivre. Green avait commencé à saigner de l'intérieur de la bouche, respirant difficilement entre les rounds. Il ne peut pas l'éviter. Il respire par la bouche, observait-il avec inquiétude depuis son coin. Mais Green était un guerrier des rues, et reculer n'était pas dans son vocabulaire. À son crédit, il n'avait pas fait un seul pas en arrière, bien que la sagesse de cela restait à déterminer. Les commentateurs analysaient la technique de Tyson avec admiration. Il se bat avec tant d'autorité. Il reste juste sur la poitrine de son adversaire parce que ce qui se passe en étant si proche. L'efficacité était indéniable. Un crochet gauche solide après l'autre, le type de coup conçu pour ralentir l'adversaire, pour lui voler son énergie. Le crochet gauche de Mike Tyson était réel, très réel, et sa main gauche sur le dessus de la tête suivie du crochet était mortellement efficace. C'était un autre grand coup. Sa meilleure arme était, et il l'a dit, par évasivité il n'a rien dit, commentait-il pendant que Tyson connectait des coups libres au corps, quelque chose qu'il n'avait pas fait dans des combats précédents comme celui contre James Tea. L'évolution de Tyson comme combattant était évidente. Il apprenait, s'adaptait, s'améliorait à chaque combat. La rupture du guerrier des rues. Au 5e round, Green comprit finalement l'ampleur de son erreur. Il n'affrontait pas un autre combattant de rue, ni même un boxeur conventionnel particulièrement talentueux. Il était face à une force de la nature, un phénomène qui transcendait les catégories normales du sport. Tyson commença même à lui parler pendant le combat, se moquant de lui tout en esquivant les coups. Il parle. Tyson parle à Mitch maintenant, narrait-il avec fascination. Puis venait une grande droite qui faisait chanceler Green pendant une seconde, juste assez de temps pour éclaircir sa tête ou détourner les railleries de son adversaire. Les commentateurs observaient avec perplexité. Green me semble faire toutes les mauvaises choses. Malgré l'excellent mouvement corporel de Tyson, qui rendait extrêmement difficile pour Green de connecter quelque chose de significatif, le chef de gang continuait d'essayer. Un magnifique uppercut de Tyson connectait proprement, comme s'il frappait du linge sur un rocher. Il est simplement fatigué. Je ne vois pas ça. J'en doute très sérieusement, débattaient les commentateurs sur le fait que Tyson montrait des signes de fatigue. Un autre grand crochet gauche démontrait que non. Tyson s'était bien dosé, et sa condition physique était extraordinaire. Quand il allait au corps, il utilisait ce qu'il avait, un pouvoir énorme. Les combinaisons au corps volaient à pleine vitesse, et Tyson ne respirait même pas lourdement. Iron Mike continuait de traquer vers l'avant comme un requin qui a senti le sang dans l'eau. « Regardez l'uppercut !» s'exclamaient les narrateurs devant un autre coup dévastateur parfaitement placé. C'était une énorme quantité de coups, beaucoup d'entre très durs, mais son adversaire ne tombait tout simplement pas. Le dernier souffle du challenger. Il y eut un moment vers la fin où Green parvint à atterrir un bon uppercut, son meilleur moment du combat. Green essayait d'attacher Tyson et réussit à connecter quelques bons coups. Sa meilleure reprise du combat juste ici. Regardez. Il a attrapé Tyson 4 ou 5 fois. Et Tyson pour la première fois. Les commentateurs s'excitèrent brièvement en voyant que Green montrait des signes de vie. Un bon coup au corps de Mitch Green démontrait que c'était un Mitch Green différent à ce moment-là. Tyson a dit une fois « Je comprends l'anatomie », commentait-il pendant qu'un autre grand crochet gauche connectait. Les coups au corps continuaient d'arriver, mais les bras courts de Tyson rendaient ses uppercuts courts particulièrement létaux. La façon dont il est préparé maintenant, il veut sortir avec style, observaient les narrateurs en notant la détermination de Green à ne pas abandonner.
Mais alors le chef de gang commença à transformer le combat en une fête de câlins, agrippant et clinchant à chaque opportunité qu'il obtenait, essayant désespérément de survivre aux rounds restants. Trop de danse, Mitch Green sentenciait-il pendant qu'un autre grand crochet gauche de Tyson concluait les choses. La leçon et ses conséquences. À la fin de 10 rounds brutaux, Tyson revendiqua la victoire par décision unanime. Ce n'avait même pas été proche. Iron Mike avait complètement dominé Green durant tout le combat, démontrant que le combattant de rue n'était rien de plus que des paroles face au vrai talent. L'histoire, cependant, ne se terminerait pas là. L'entêtement et l'orgueil mal dirigé de Green signifieraient que la leçon n'avait pas été complètement apprise. À peine 2 ans plus tard, Green commettrait l'erreur de provoquer à nouveau Tyson, le confrontant devant un magasin de vêtements à Harlem à 4 heures du matin. Ce qui suivit fut une raclée de rue qui envoya Green directement à l'hôpital, prouvant une fois pour toutes qu'on ne s'en prend pas à Iron Mike, ni dans le ring ni dans les rues. Ce soir-là, au Madison Square Garden, Mike Tyson avait fait taire un supposé chef de gang, démontrant une fois de plus que les références de rue ne signifient rien contre un véritable monstre. La bravade de quartier, la réputation de dureté gagnée dans les coins de Harlem, l'historique de violence hors du ring. Rien de tout cela n'importait quand on se trouvait face à face avec une grandeur authentique. Green avait appris ce que beaucoup d'autres apprendraient dans les années suivantes. Tu peux être le type le plus dur de ton quartier, tu peux avoir survécu à des guerres de gang et des bagarres de rue, tu peux avoir tout le courage et la détermination du monde, mais quand tu montes dans un ring professionnel contre quelqu'un comme Mike Tyson à son apogée, toutes ces références s'évaporent comme de la fumée. Ce qui reste est simplement la réalité brute du talent, de l'entraînement et de la puissance pure. Le combat contre Mitch Blood Green fut un autre arrêt sur le chemin imparable de Tyson vers la couronne mondiale, un autre adversaire terrassé, une autre réputation détruite. Mais c'était quelque chose de plus. C'était une déclaration que la vraie dangerosité ne vient pas de la survie dans les rues, mais de la combinaison létale d'habiletés naturelles, d'entraînement obsessif et d'une mentalité qui ne reconnaît ni limite ni peur. Ce soir-là, tous les présents au Garden apprirent une leçon fondamentale. Il existe une différence abyssale entre être dur et être grand. Mitch Green était indéniablement dur. Mike Tyson était la grandeur incarnée.